Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des barbares, du barbare. Derrière moi vous avez la photo de Conan le barbare. Alors c'est quoi le barbare? Le barbare c'est l'autre. Le barbare c'est celui qui vous envahit, qui vient chez vous, qui ne parle pas votre langue. Le barbare il est aussi souvent hirsute, mal habillé, mal coiffé, et on se demande pourquoi d'ailleurs. Et à ce propos-là, je vais tout de suite vous mettre une image d'un homme de Néandertal, de Cro-Magnon plutôt, et aussi de Néandertal d'ailleurs, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a ces images des hommes arriérés. Le barbare, il est arriéré. Donc vous voyez derrière moi, ça c'est l'homme de Néandertal. Mais pourquoi est-ce qu'il est mal coiffé? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas propre sur lui? C'est parce qu'on projette cette image du barbare. Et le barbare, il est forcément sale, moche, c'est l'étranger, c'est celui qu'on va pointer du doigt. Donc Néandertal, ce lointain parent, car on a tous environ entre 2 et 4 voire 6% de gènes néandertaliens pour nous les Européens. Les Asiatiques, ils ont du Denisova, c'est aussi un cousin de Néandertal, et les Africains, eux, sont plus restés Cro-Magnons. Mais il y a eu quand même des retours en Afrique, il y a eu des rémigrations durant la préhistoire, donc il y a un peu de gènes néandertaliens. Mais voilà, le néandertalien, c'est l'image typique du barbare, du demeuré, à moitié demeuré, les cheveux sales, hirsutes, pas propre sur lui. Bref, l'image qu'on a du barbare. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va vraiment changer cette image après le jingle. À tout de suite. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Donc, le barbare. Alors, on va faire comme d'habitude une partie historique, philosophique et politique. Alors, l'homme de Néandertal qu'on voit derrière moi, Homo neanderthalis, est une espèce éteinte. C'est un cousin, un Homo sapiens cousin, et qui a disparu, remplacé, le grand remplacement de l'homme de Cro-Magnon. Il y a sans doute eu des guerres, des combats, aussi des mariages, voilà. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, j'ai pas mal de vidéos sur différents sujets, mais on pense qu'il a disparu car les femmes chassaient et faisaient aussi la guerre, et donc elles ne gardaient pas les petits. Et ça, c'est peut-être une des raisons, parce que Cro-Magnon, nous répartissons les tâches de manière un peu plus élaborée, et c'est sans doute une des raisons de notre survie. Alors, l'homme de Néandertal était adapté au froid, mais c'était un homme robuste, mais aussi un artiste. On a retrouvé des traces, maintenant on sait, d'art. Il enterrait sans doute ses morts également, et il avait sans doute une religion. Donc c'est pas du tout l'image qu'on a derrière moi d'un barbare hirsute demeuré. À mon avis, ils étaient propres sur eux, soignés, car l'homme n'a pas évolué, nous sommes le même depuis Cro-Magnon, même si on n'est pas directement un descendant de Néandertal. C'était sans doute un homme soigné, pas du tout l'image qu'on a derrière là. Maintenant, je vais vous montrer un homme de Néandertal. Et d'ailleurs, l'homme de Néandertal que je vais vous montrer, c'est euh, des traces qu'on a trouvées. Alors, vous voyez, Cro-Magnon, on le sait maintenant, avait une peau plutôt foncée, pas noire, c'était pas un Sénégalais, hein, mais une peau plutôt foncée et des yeux bleus, sans doute. Les yeux bleus sont venus de cette époque-là, au début du néolithique, et c'est un gène qui s'est transformé en Europe, peut-être un peu en Turquie, entre la Turquie et l'Europe. Et le rhésus négatif également est apparu à cette époque-là. Et les Basques sont un des peuples au monde avec le plus grand taux, pourcentage de rhésus négatif au monde. Et les Basques seraient peut-être un descendant un peu plus direct de
cet homme de Cro-Magnon. Mais bon, l'homme de Cro-Magnon. Pareil, on a tendance à imaginer qu'il était un peu hirsute, pas propre, la barbe, vous voyez? Le barbare, mais pas du tout. L'homme de Cro-Magnon, c'était là véritablement, un artiste tout à fait, fin, avec des dessins, des magnifiques, des peintures, et cetera. Donc l'image qu'on a de ces hommes est assez fausse, à mon avis. Pareil que nous, là, c'est notre descendant direct. Il devait être soigné, il devait être propre sur lui, les cheveux peut-être un peu coupés, la barbe peut-être taillée, etc. Mais pas du tout cette image du barbare qu'on a tout le temps, c'est-à-dire l'espèce d'ahuri. Vous voyez, derrière moi, ça c'est des peintures de Lascaux. Là, c'est Chauvet. Regardez ce dessin, c'est un homme qui fait ce type d'œuvre est propre sur lui. C'est pas du tout un hirsute complètement débraillé et sauvage, un barbare, pas du tout. Donc voilà un petit peu pour parler un petit peu de l'homme de Cro-Magnon. Et d'ailleurs, l'homme de Cro-Magnon, on sait maintenant qu'il est directement issu de trois génétiques, on va dire. On le sait par étude génétique maintenant. Il y a trois lignées principales. Il y a la lignée des chasseurs-cueilleurs occidentaux. Donc ça, c'est l'homme à la peau un peu foncée que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous en remontrer un qui est aussi très intéressant. Voilà. Alors, hop, voilà. Je vous enlève celui qu'on a déjà vu. Et ça, c'est effectivement pareil, l'image qu'on a de Cro-Magnon. Regardez, les cheveux hirsutes, la barbe sale, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été chauve d'ailleurs? Pourquoi il se serait pas rasé les cheveux, par exemple, hein, comme l'image qu'on a là de la reconstitution. En bref, donc moi je ne crois pas du tout à ces images. Pour moi, c'est totalement faux. L'homme de Cro-Magnon était sans doute soigné comme on l'est aujourd'hui. Il aimait le beau. Vous voyez la tête qu'il y a derrière moi là, regardez là, hein, voilà celle-là là. Ça ressemble à un SDF, un drogué, un mec qui se soigne plus, qui est sale. Mais pourquoi est-ce que nos ancêtres seraient sales? C'est une image parce que on projette l'image du barbare. Donc c'est totalement ridicule. Alors donc trois origines génétiques, le chasseur-cueilleur occidental, donc l'homme un petit peu à la peau un peu foncée, aux yeux bleus. Ensuite, l'agriculteur du néolithique, lui, il était un peu plus clair de peau, on pense, les yeux un peu variés, mais plutôt bruns aussi, les cheveux pareils. Et ensuite, la troisième génétique, c'est le pasteur des steppes de l'Est. Donc ça, c'est des Homo sapiens qui viennent de l'Est, un peu de la région sibérienne. Donc c'est assez loin, et c'est eux qui ont importé la peau claire et les cheveux blonds. Et cette rencontre de ces trois génétiques a créé l'homme européen. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors maintenant, je vais vous donner un peu les points clés de l'histoire de nos ancêtres, des barbares, des sauvages, hein, comme celui qu'on voit derrière moi. Donc forcément, cheveux hirsutes, barbe mal taillée, sale, un peu bête, bien évidemment. Cette image, c'est celle qu'on veut nous faire véhiculer. C'est l'inconscient collectif, c'est le barbare. Hein, voilà. Alors, bien évidemment, on va changer ces images parce que c'est totalement faux. C'est pas du tout comme ça qu'ils étaient. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre histoire un peu plus directe, avec cette petite carte derrière. C'est les grands déplacements des populations. Alors, 58-51 avant Jésus-Christ, c'est la guerre des Gaules. Donc les Romains, les civilisés, vont en Gaule, conquérir la Gaule, et pour civiliser les sauvages gaulois, qui n'étaient pas du tout sauvage et qui était très civilisé et très riche et très en avance techniquement. Et les Romains ont plutôt eu l'envie d'aller acquérir des richesses. C'était un peu le contraire. Hein. Les Gaulois étaient en contact avec les Grecs depuis très longtemps et on sait ils ont inventé beaucoup de choses. Ça va du pantalon au tonneau, enfin plein de choses. J'ai une vidéo sur le sujet, donc allez la voir. Donc voilà, ça c'est la guerre
d'invasion des Romains en Gaule, qui a créé la civilisation gallo-romaine. Nous avons ensuite les Goths qui viennent de Suède. Hein, vous voyez, la lignée rouge que vous voyez et qui ont traversé un petit peu toute l'Europe centrale et de l'Est, qui viennent du sud de la Scandinavie et de Suède en particulier, et qui vont se transformer en Ostrogoths, et eux vont aller jusqu'en France, hein, et en Afrique du Nord. Donc ça, c'est 251-269, c'est les invasions barbares des Goths qui envahissent la Macédoine, la Dacie, parce que l'Empire romain s'est écroulé, et c'est le chaos, c'est les époques barbares. Ensuite, 258, vous avez les Francs, qui sont aussi des Germains, qui arrivent en France, et notamment les Francs saliens, qui arrivent en Gaule, et qui vont civiliser les Gallo-Romains, hein, qui sont bien évidemment des sauvages. Alors c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs c'est plutôt les Francs qui sont des sauvages, des barbares, mais pas du tout pareil, hein, c'était des grandes civilisations. Voilà, donc ça c'est les Francs saliens, 288, qui se soumettent par contre à l'autorité romaine, qui est encore un petit peu existante en Gaule à cette époque-là. Alors, les Romains sont partis de Grande-Bretagne depuis longtemps, pas depuis trop longtemps, mais ils sont partis. Voilà, donc les Visigoths s'installent à Rome, 295, et font un pacte d'alliance avec les Romains. 300, ça c'est 295 à peu près, 332, 364, les Visigoths, pareil, s'installent dans le nord du Danube, 370, les Huns, alors ça c'est les barbares. D'ailleurs, plus on va à l'est, plus les barbares sont barbares, hein, faut bien le comprendre. Donc les Huns, pareil, c'est des sauvages les Huns. On nous a raconté toutes ces histoires, Gengis Khan, etc. Mais pas du tout. Les Huns étaient très civilisés. Les femmes avaient plus de liberté dans l'Empire Hun que en Gaule, par exemple. C'est des choses qu'on ne sait pas. Et les Huns, en fait, ils voulaient s'allier avec les Romains. Ils voulaient devenir Romains ou plus ou moins pactiser avec les Romains. Donc ça, c'est les Huns qui envahissent l'Europe, on va dire, etc, et qui vont bousculer aussi les peuples germains, et c'est pour ça que beaucoup de Germains vont s'installer plus à l'ouest. Alors 378, les Visigoths écrasent les Romains, d'accord, donc c'est la fin de l'Empire romain, on va dire. 395, partage de l'Empire romain entre Orient et Occident. Les Visigoths en 400 envahissent l'Italie, mais sont repoussés. Donc ça, c'est encore des invasions barbares, hein. 406, 407, les Vandales, des barbares, les Vandales, hein, d'où le mot vandaliser, hein, s'installent, pareil, ils franchissent le Rhin et envahissent l'Europe de l'Ouest. 407, les Romains quittent définitivement l'Angleterre actuelle. 429, les Vandales, sous la direction de Jean Séric, traversent l'Afrique du Nord et établissent un royaume en Afrique du Nord. Les 1 451, les 1 sous Attila, la terreur absolue, bien sûr, envahissent la Gaule, mais sont repoussés, arrêtés à la bataille de Champ Catalonique. 452, les 1 vont en Italie, envahissent l'Italie, mais après se retirent parce qu'ils font un deal avec le pape. 476, chute de l'Empire romain d'Occident, c'est la déposition du dernier empereur qui est un barbare, c'est Romulus Gustulus, Gustule, pardon. 506, 700, les tribus slaves qui qui viennent de l'Est, vont s'installer en Europe centrale et de l'Est, parce que les Germains ayant quitté les lieux, il y a un espace vide, et l'homme remplit les espaces. Donc 500, 700, les tribus slaves s'installent en Europe centrale et orientale, et notamment dans l'Est de la Magna Germania, et rendent ces régions majoritairement slaves. 577, les Slaves commencent à s'installer dans l'Empire romain d'Orient. Ensuite, 6e, du 6e au 8e siècle, les Slaves s'installent également dans les régions baltiques qui remontent vers le nord. Et là, ils vont influencer la culture locale, c'est-à-dire germaine, scandinave, avec des échanges commerciaux entre Byzance et le monde islamique. En fait, en gros, à ces époques-là, il y a déjà des routes de commerce assez énormes entre le nord de l'Europe et Byzance. 6e siècle, les anglo-saxons envahissent, les barbares envahissent la Grande-Bretagne à la demande des
celtes, hein, et du coup, une partie des Celtes vont retourner en Bretagne, la Bretagne de France. 793, c'est l'ère viking, la fameuse ère viking, les barbares absolus, les vikings bien sûr, mais pas du tout les barbares, ils n'étaient pas plus barbares que les autres, ils étaient d'ailleurs plutôt commerçants et plutôt très bien organisés. Ça, c'est donc les invasions des barbares vikings. D'ailleurs, viking, au passage, c'est un mot qu'il ne faudrait pas utiliser parce que ça veut dire pirates. Et en fait, il y avait des pirates qui pirataient aussi bien la Scandinavie que les côtes anglaises, hein, donc ça, c'était des pirates organisés pour de la piraterie. Mais les invasions scandinaves ou norse du 8e, 9e siècle, ce sont des invasions de population, ce sont des migrations plutôt d'ailleurs, il faudrait plutôt, hein, quand les, entre guillemets, vikings, les Norvégiens, Danois s'installent en Normandie, ils s'installent avec femmes et enfants, ils immigrent, hein, ils cherchent des terres, pareil en Islande, pareil en Angleterre, pareil en Irlande, pareil en Russie, enfin ce qui va devenir la Russie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Varegs. Les Varegs, c'est des Scandinaves euh, qui avaient bien évidemment des contacts avec les Slaves, ils étaient un peu mélangés, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'était de culture tout de même viking, entre guillemets, je le redis, hein, de culture scandinave, avec les bateaux longs, etc., etc., la langue, les runes, etc. Donc ça, c'est le chef viking Roland qui reçoit la Normandie 911 par le roi Charles le Simple. 980-1015, les Vikings intensifient leurs installations en Angleterre et en Irlande, et ils créent en fait l'Irlande et l'Angleterre, hein, quelque part. 1054, schisme de Rome, donc ça c'est la séparation de l'Église romaine et de l'Église byzantine. Donc c'est le schisme et c'est ce qui va donner les religions orthodoxes, donc de la Grèce à la Russie, en passant par la Yougoslavie bien sûr. 1066, Guillaume le Conquérant, donc duc de Normandie. Alors est-il français ou viking, hein, bon, on va dire qu'il est français quand même, il s'est francisé à cette époque-là, et va conquérir toute l'Angleterre et créer l'Angleterre moderne en installant par exemple les Sinclair en Écosse. Sinclair, ce sont des Normands, hein. Voilà, donc ça c'est la création moderne de l'Angleterre. 1096-1099, première croisade. Donc ça, c'est nous qui devenons les barbares vis-à-vis du monde musulman et juif. C'est des Francs, des Germains qui envahissent l'Orient, hein. Voilà, donc ça c'est première croisade, deuxième, et jusqu'à la quatrième croisade de 1200, qui aboutit à la prise et au sac de Constantinople. Donc en fait, nous, les croisés occidentaux, on va saccager Constantinople, c'est-à-dire Byzance, et en fait, je pense qu'ils s'en souviennent encore, hein. Donc on était, nous, à ce moment-là, des barbares. Donc vous voyez, cette histoire de barbares, elle est longue, et ça a toujours été un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, nous sommes toujours les barbares des autres, mais barbares ou pas, nous étions soignés. On n'était pas les cheveux hirsutes, la barbe sale, on se lavait. C'était en fait, on a cette image du barbare sale demeuré, qui vient s'emparer des biens d'autrui est totalement fausse. C'était des peuples civilisés qui migraient. D'ailleurs, vous voyez la carte derrière moi, elle est très intéressante parce que c'est le début des empires. Donc ça, c'est à peu près à l'an 814. Vous avez l'empire franc, d'accord, qui était Charlemagne, et je rappelle qu'il était aussi bien allemand que français, il n'y avait pas de nation à ces époques-là. Vous avez ensuite les tribus slaves au nord, et ensuite vous avez les tribus baltiques, parce que, bon, alors, les Russes vont vous dire que tout ça c'était des Slaves, et que c'est eux qui ont tout inventé, etc. Ça, c'est des raisons politiques en ce moment. Ils ont besoin de prouver que l'Ukraine était slave et ainsi de suite, et que ils vont vous dire que même les Varegs sont que slaves et qu'il n'y a pas de culture scandinave, bien évidemment. Donc, on va quand même
parler sérieusement, il y a une culture baltique, il y a une culture goth, suédoise, danoise, norvégienne et bien sûr slave et finlandaise. Et les Finlandais, c'est des bon, ils viennent de Sibérie, c'est les descendants des Nénètes, c'est des tribus asiatiques. Hein. Le finno-hongrois, c'est pas du tout une langue indo-européenne comme sont les Slaves ou les Germains. Donc, vous voyez, vous avez après l'Empire khazar, très intéressant. L'Empire khazar, c'était l'empire qui s'est converti au judaïsme, on suppose. Vous avez après ici l'Empire ottoman, hein, derrière moi. Vous avez l'Empire ensuite arabe, le califat, etc., etc. Donc vous voyez, cette carte, elle est très intéressante puisqu'elle nous décrit déjà d'un point de vue philosophique où on en est aujourd'hui. Et là je rentre dans la philosophie et c'est très important de comprendre que, par exemple, la guerre aujourd'hui entre les Ukrainiens et les Russes, c'est une guerre de barbares. Les Russes sont décrits comme des Slaves, des barbares de l'Est, hein, qui viennent piller, vous vous souvenez, au début du conflit, ils venaient piller les frigidaires des Ukrainiens, du monde occidental, parce que plus on va à l'Est, plus on est barbare. Hein. Et d'ailleurs, les barbares des Slaves russes, ce sont les Asiatiques, les Huns, ce qu'on disait tout à l'heure, Attila. Et les barbares de Attila, bah, ça va être quoi? Ça va être, je sais pas moi, plus au sud, les Indiens, les Hindous, par exemple, etc., etc. Donc, on est toujours le barbare de l'autre. Et d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant parce que on est en plein dedans aujourd'hui, d'accord? Avec les Russes qui tentent à prouver que c'est un centre, que la Russie est un centre civilisationnel et que eux sont civilisés et que l'Occident est devenu barbare. Alors, sous certains aspects, oui, ils ont raison, puisque on est dans une société aujourd'hui qui est quand même un petit peu wokiste. Alors, moi, j'aime pas employer ce mot wokisme parce que wokisme, ça veut dire éveillé, et moi, je cherche l'éveil, je cherche à vous éveiller. Donc je parle plus de déconstruction. On est déconstruit en Occident en ce moment, c'est tout à fait exact. Et ça, d'un point de vue philosophique, c'est vrai. Mais de là à ce que les Russes essayent de prouver qu'en fait ils sont un centre culturel, ils se sont auto-créés sans apport extérieur et notamment sans apport scandinave avec les Varegs par exemple, qui aurait créé Kiev. Hein, la ville de Kiev aurait été créée aujourd'hui dans l'histoire courante. Hein, Kiev est créée par les Scandinaves, par les Suédois, par les Varegs et ça c'est le début de l'empire russe qui va, après tout ce beau monde va se mélanger, et ça va créer un petit peu la Russie. Alors maintenant, certains vont nous expliquer qu'en réalité, ce n'est pas exact. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, en fait, les Russes veulent aujourd'hui dire qu'en fait, les Varegs qu'on a derrière moi, et là, vous voyez, petite chose intéressante dans la philosophie, d'un point de vue philosophique, vous voyez, ils étaient très bien équipés, ils avaient le même équipement, c'était des militaires organisés, tout du moins propres sur eux, avec ça ressemble beaucoup à des uniformes, assez commun, enfin assez identique d'un individu à l'autre, et donc ça c'est très moderne. Et en réalité, on a toujours été moderne. L'homme de Cro-Magnon, Néandertal, était moderne. Ils étaient sans doute propres, rasés, bon, peut-être pas parfumés, faut pas exagérer, mais c'était pas du tout les hirsutes sauvages qu'on imagine. Et ben les Varegs, c'était la même chose, des gens propres sur eux et qui allaient vendre leurs services jusqu'à Byzance, et qui ont influencé toute la région, bien évidemment, tout en étant, allez, scandinaves, slaves. C'était les Varegs, c'était un peu des mercenaires. Vareg, ça vient du vieux norrois et ça veut dire compagnon d'armes, camarade. Donc c'était des gens qui s'organisaient pour aller vendre des services jusqu'à Byzance. Alors bien sûr, il y avait des Slaves, des Scandinaves, c'était, on va dire, peut-être le peuple baltique, on peut parler d'une civilisation un peu baltique, mais quand même, c'est eux qui ont créé la Russie à l'origine, Kiev, c'est cette culture-là. Et là, on a des runes, hein, et les runes, elles sont pas slaves. Alors, il y a peut-être des systèmes runiques slaves que je ne connaîtrais pas, mais ça, c'est des runes suédoises, trouvées en Suède. C'est des runes
des Varegs. Et là, on a des traces historiques, et il y en a une qui est extrêmement intéressante, c'est le lion du Pirée. Alors le lion du Pirée, c'est une statue qui a comme origine, je vous la montre pas parce que les photos qu'on trouve sur Wikipédia ou Internet sont pas intéressantes, c'est un lion, mais c'est un lion c'est une statue bien évidemment, c'est un lion sculpté et qui a des runes comme ce que vous avez derrière moi, d'accord? Donc il a été sculpté vers 360 avant Jésus-Christ, hein, qui était une statue en marbre, représentant, en marbre blanc, représentant un lion. Elle a été, sa localisation initiale, elle se trouvait dans le port du Tirée, à Athènes, donc en Grèce. C'était une statue grecque, hein, elle est restée là à 1500 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, au IXe siècle, on suppose, hein, d'après le texte des runes, des mercenaires Varegs, d'accord? Donc, en tout cas, si c'est pas des Suédois, en tout cas, c'est des gens qui maîtrisaient l'écriture runique qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup en Suède. Pourquoi? Parce que la Suède a été à l'époque viking, à l'époque des Nordiques, la Suède était le centre religieux de cette région, d'accord? Et c'est là où, le paganisme est resté le plus longtemps. Toute la religion donc odinique était très puissante et les Suédois étaient un peu les prêtres de cette religion. Et donc, ils avaient cette écriture, qui était une écriture quasiment sacrée. Et donc, ça a été fait on suppose, au XIe siècle. D'accord? Et en 1787, le lion a été pris par les Italiens lors de la guerre contre l'Empire ottoman. D'accord? Et donc, aujourd'hui, ce lion est à Venise. Alors, que dit ces runes sur ce lion, hein, qui est historique, daté, ça c'est une preuve archéologique. Alors, que disent ces runes? Alors, ces runes, elles disent quelque chose de très intéressant. Elle dit que c'est des Varegs, donc des compagnons d'armes, hein. Alors une fois de plus, oui, ça peut être un mélange de Suédois, de Slaves, sans doute, baltiques, civilisation baltique, ok. Alors, c'est un guerrier qui a sculpté ces runes en mémoire d'un homme qui s'appelle Orsi, un bon guerrier qui lui-même se dit suédois, enfin d'origine goeth, quoi, de Suède, et qu'il a fait un voyage assez long pour des raisons c'était un guerrier, donc il louait ses services, etc., etc., et qu'il a tracé cette rune pour laisser une trace de son histoire. D'accord? Donc voilà. Et donc on sait d'où il vient, donc de Suède, on sait pourquoi il était là, c'était un guerrier, un mercenaire qui vendait ses services, et on sait qu'il était Vareg, donc de cette culture baltique, scandinave, finno-slave, hein, si on veut faire un peu de générique. Mais c'était pas du tout des Slaves, que des Slaves. C'est pas Kiev n'est pas né d'une culture slave. Elle est née, on peut dire, d'un mélange, si vous voulez, mais avec une forte influence suédoise, Vareg. Et les runes sont là pour nous le dire, c'est écrit. Donc, d'un point de vue philosophique, à un moment donné, il faut quand même comprendre d'où on vient. On a des traces génétiques. Les Scandinaves ont un haplogroupe assez spécifique, hein. Il y a aussi du R1A, ça c'est le haplogroupe slave, mais c'est aussi l'haplogroupe L1. I1, pardon. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Donc voilà un petit peu pour la partie philosophique. On est issu d'une culture, on est issu d'un lignage, voilà. Alors maintenant, d'un point de vue politique. Alors, les aujourd'hui, dans la situation actuelle, bien évidemment, les Russes sont donc devenus des sauvages, comme on voit derrière moi. Ça, c'est une représentation italienne d'un sauvage scandinave, ouais, hirsute, la grosse barbe, il a une peau de loup sur lui, il doit pas sentir très bon, il est sans doute un peu bête, etc. Et ben, c'est cette image-là que les Occidentaux, ou tout du moins la propagande otanienne, veut
c'est comme ça qu'ils décrivent les Russes aujourd'hui. Donc les Russes sont des sauvages, un petit peu arriérés, et qui veulent, comme les grandes invasions barbares de l'époque, veulent envahir l'Europe. Donc les sauvages de l'Est voudraient envahir l'Europe comme Attila. Hein. Attila a envahi l'Europe, et donc c'est le Attila 2.0 qui veut nous envahir à nouveau, nous, la bonne civilisation occidentale. Et bien évidemment, comment, comment mieux décrire le sauvage que par le un, l'asiatique, les hordes venues d'Asie, des steppes, hein, les Mongols, euh, qui sont les sauvages absolu, on va dire, ce qui était totalement faux. Hein. Gengis Khan, comme je vous le disais, ou Attila, en fait, c'était des empires qui avaient des lois, des règles, c'était extrêmement bien structuré, etc. Mais bon, aujourd'hui, les Russes sont les Huns. C'est eux qui veulent détruire notre civilisation et nous envahir. Alors qu'en Ukraine, bien évidemment, il y a des gentils hitlériens qui se revendiquent de la Totemkampf SS, les gardiens de camp, qui étaient principalement des Ukrainiens, je le rappelle. Et donc, ça va. Aujourd'hui, ça, c'est les gentils hitlériens face aux méchants Huns, les barbares russes. Alors ça, c'est quand même quelque chose, on marche la tête à l'envers, et là, il faut quand même le reconnaître. Non, les Russes ne sont pas plus ou moins barbares que nous, les Occidentaux. On est tous, de toute façon, le barbare d'un autre à un moment donné. Donc il faut arrêter. C'est une guerre qui est complexe, qui est surtout énergétique à mon sens, hein, comme toutes les guerres, la plupart des guerres modernes du 21e siècle, est faite par des mercenaires, du coup. Parce que, en fait, en gros, même Azov, c'est quand même pas mal de mercenaires en Ukraine. Et en Russie, il y a aussi des sociétés de mercenaires privés comme Wagner, ou aussi des Tchétchènes. Hein. Les Tchétchènes, on peut dire que ce sont des mercenaires quelque part. Donc le barbare est bien évidemment l'autre, la minorité, le bouc émissaire, et en ce moment, bah, le russe, c'est un petit peu le prétexte à tous nos échecs, nous, occidentaux, à nos crises économiques, à nos erreurs stratégiques et, je dirais, énergétiques. Tout est de la faute des Russes, c'est la faute à Poutine. Donc, de là à dire que Poutine est un peu le bouc émissaire, oui, on peut le dire. Hein. Je rappelle que, si vous voulez, les Russes, par exemple, ont créé, enfin, au 19e siècle, début 20e siècle, il y avait beaucoup de pogroms en Russie. Un pogrom, je rappelle que c'était contre les juifs de l'Est, c'est-à-dire les juifs issus anciens de l'Empire khazar. Donc Zelensky hein, est un khazar, un juif khazar. Donc c'est les juifs de l'Est, c'était des juifs assez pauvres, pas forcément intellectuels comme on a, nous, l'image en Europe occidentale, Allemagne, France, avec les juifs askénazes qui sont assez cultivés en général, éduqués, etc. À l'Est, c'était pas du tout le cas. C'était des juifs qui étaient d'ailleurs assez sédentaires, qui avaient des terres. Il y avait même des villages entiers composés de juifs de l'Est, hein, et ils n'étaient pas forcément très riches, et ni très éduqués et instruits. Bon, alors tout juif est toujours un minimum instruit et éduqué parce qu'il doit lire la Bible, d'accord. Donc ça, c'est une des raisons aussi pourquoi ils sont souvent plus éduqués, même à niveau social, par rapport aussi au peuple autochtone. Et donc, les Russes ont fait beaucoup de pogroms parce que c'est le bouc émissaire. Hein. Si vous allez en Malaisie, de temps en temps, il y a des pogroms anti-chinois. C'est le bouc émissaire, c'est toujours la même histoire. Et donc, à un moment donné, les Russes ont commencé à faire de plus en plus de pogroms parce que la pauvreté arrivait avant la révolution communiste. Et donc, bah, du coup, on désigne le barbare. Le barbare, c'est souvent la minorité, c'est l'autre, c'est celui qui qui nous ressemble pas totalement. Et ben là, c'était les Juifs. Et donc, les Juifs ont eu deux solutions à cette époque-là, au 19e, début 20e siècle, soit de devenir des communistes, des bolcheviks, et c'est pour ça que et beaucoup ont choisi cette voie, parce que dans le bolchevisme, c'était une révolution où on allait intervertir le pouvoir. Et donc beaucoup de juifs se sont mis dans cette révolution-là, ils sont devenus les cadres bolcheviques, et après eux-mêmes ont désigné le barbare comme étant les Russes orthodoxes. Et il y a eu des massacres. Hein, ils se sont pas gênés à faire eux-mêmes des pogroms. C'est toujours la même histoire. Hein. On fait ce que l'autre nous a fait. Hein. C'est assez classique. Et l'autre partie, c'était les sionistes. Et les sionistes sont allés en Israël où ils ont désigné le barbare, le nouveau barbare, eh ben,
ça a été le musulman, c'est-à-dire le vrai sémite, l'ancêtre des vrais juifs en réalité, génétiquement, parce que les juifs euh, sionistes étaient en grande partie des juifs européens, c'est-à-dire des Ashkénazes, des Allemands génétiquement, pour faire très simple. Et c'est donc des Occidentaux qui sont allés coloniser une terre, la Palestine, au nom d'un nationalisme, voire d'une religion, mais surtout en désignant le musulman, le sémite, comme étant le barbare à éliminer. Tuer un barbare, c'est pas très grave. Hein. Les Blancs, nous, on a fait ça un peu partout dans le monde. On est arrivé, on s'est installé, c'est sympa, c'est pas mal ce petit coin de terre. Les Anglais en Amérique, les Hollandais en Afrique du Sud, et les Allemands juifs, donc Ashkénazes, en Palestine. Et on désigne le barbare, donc le barbare c'est toujours l'autre. Voilà un petit peu sur la partie politique. Donc effectivement, les Russes, ce sont des barbares, bien sûr. Donc en conclusion, nous sommes toujours le barbare d'un autre. Le barbare Attila, le Hun, cet asiatique un peu à cheval, fougueux, cruel, qui se lave pas, hein, vous savez, cette image du barbare qu'on a, qui est sale, qui est pas éduqué, qui est stupide, etc. Ben, la meilleure représentation, c'est le Hun de l'Est, hein, et Poutine, ben, il est un peu asiatique, il est un peu ce personnage, il n'est pas net, il n'est pas totalement blanc, il a sans doute des origines tatars, asiatiques, mongoles, hein, de l'Est, au fin fond de l'Est. Donc les Grecs disaient que le barbare, c'est celui qui ne parle pas notre langue. C'est celui qui ne comprend pas. Alors, il y a une partie assez vraie dans ce sens-là, c'est qu'en fait, pour vivre dans un espace de paix, je vous le répète suffisamment, il faut avoir des normes communes. Et ben, la première des normes, c'est la langue. Effectivement, si demain les Huns arrivent, comme l'image derrière moi, en France, c'est les Russes arrivent à Paris, parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, donc ils vont arriver comme ça pour voler nos frigidaires et nos télévisions, comme des barbares, comme les Huns l'ont fait jadis, ou d'autres barbares, hein, choisissez celui qui vous convient le mieux, mais il ne va pas parler notre langue. Ça, c'est une évidence. Il n'aura pas forcément notre culture. C'est aussi une seconde évidence. Donc, le barbare nous bouscule. Hein, c'est un peu ça le problème. Et, et là, par contre, il faut dire les choses, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le barbare en Europe, c'est pas les Russes. C'est plutôt des gens qui viennent d'Afrique, et souvent d'Afrique subsaharienne. Donc ils parlent pas du tout notre langue, ou des fois ils parlent notre langue parce que c'est des anciennes colonies, mais ils la parlent mal, on comprend pas bien, et culturellement il n'est pas tout à fait proche, physiquement il est assez éloigné de nous, et il entraîne de venir sur nos terres et de nous envahir. Et ça c'est un fait historique. Dans 200 ans, 300 ans, on parlera peut-être d'une migration de barbares qui a colonisé l'Europe et qui a bouleversé, parce que le barbare nous bouscule, et qui a bouleversé notre culture, notre vie de tous les jours, qui nous a changé. Ça sera tout à fait possible si on ne réagit pas. Mais en l'occurrence, le problème majeur numéro un en Europe, en France, en Angleterre ou partout ailleurs, c'est qu'il y a deux populations qui s'affrontent, l'ancienne et une nouvelle. Et elles ne parlent pas tout à fait la même langue, elles n'ont pas tout à fait la même culture, elles n'ont pas tout à fait la même religion. Vous voyez. Donc ça, c'est peut-être plus important que de faire croire qu'en fait les Russes sont les barbares qui vont nous envahir et qui sont à l'origine de notre propre effondrement. Je le rappelle tout à l'heure, je vais vous remettre la carte pour terminer. Vous vous souvenez, je vous ai mis une carte, ouais, celle-là elle est pas mal, mais c'est pas celle-là que je veux vous mettre, c'est celle-là. Non, quoique, c'est mieux celle-là. Alors, vous voyez, quand les Germains ont fait leurs invasions, ce qu'on appelle les invasions barbares, hein, les Goths, les Visigoths, les Vandales, etc., c'est parce qu'eux-mêmes étaient bousculés par les Huns, qui eux-mêmes ont dû être bousculés par autre chose, peut-être des conflits internes, problèmes de famine, etc., etc. Toujours est-il que quand les Germains ont fait leur migration en Europe de l'Ouest, jusqu'en, je le rappelle, en Afrique du Nord, ils ont laissé un vide. Et quand on laisse un vide, c'est un appel d'air
Et l'homme n'aime pas le vide, et donc d'autres populations sont arrivées, en l'occurrence ici, les Slaves. Les Slaves se sont installés jusqu'à la mer Baltique sur du vide, parce que les Germains étaient partis. Enfin, pas tous, bien sûr, mais une grande partie, il y avait eu des grandes migrations, etc. Donc les Slaves ont pris quelque part la place. Et nous, en Occident, c'est ce qu'on fait. On est en train de créer un vide. C'est pas un remplacement. On ne prend pas une personne pour en mettre une autre. Non, non, c'est un remplissement. Hein, j'avais fait une vidéo sur le sujet, allez la voir. Donc il y a un vide démographique en Europe. Il n'y a plus d'enfants. Et d'ailleurs, ça touche aussi la Russie, hein, d'une manière générale. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ce vide fait un appel d'air. Et où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui? Ben, en Afrique. Et donc, les Africains vont s'installer là où il y a un espoir d'une meilleure vie, et là où il y a de la place, là où il y a un vide. Et je rappelle que nos politiques en réclament des migrants. Parce qu'il va bien falloir nettoyer les toilettes des riches, il va bien falloir livrer la nourriture des riches, il va bien falloir transporter les riches. Quand je dis riches, c'est les bobos, cette dernière population qui vit encore à son aise en Occident. Hein, les bobos retraités qui ont réussi à mettre de l'argent de côté car ils ont vécu la belle époque, l'époque où il y avait une croissance en Europe. Donc ça, et qui est en train de morfler directement, ce sont les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, 15-30 ans. C'est eux qui sont en plein conflit. C'est pas, même pas ma génération. Moi j'ai 55 ans. Donc nous, on est les enfants de la crise. Voilà. Moi, je suis né, la crise est arrivée, et toute ma vie, il y a eu la crise. Donc, mais par contre, les générations qui sont nées dans les années 90, 90-2000, eux, c'est les enfants du vide. Vide intellectuel, vide démographique, vide monétaire, c'est le grand vide. Et on remplace par quoi ce grand vide? Bah, par des trucs débiles à la télé, sur Internet, des stupidités, une sous-culture. Et ensuite, on les remplace aussi par une migration de barbares, du coup. Donc voilà, et on est dans une guerre de barbares. On est dans une fin de civilisation, comme Rome est tombée, bah, on est dans la fin de la civilisation occidentale de l'Ouest. Et si les Russes, eux, ne veulent pas s'effondrer, eh ben, c'est parce qu'ils ont encore de l'espoir, tout simplement. Hein. Ils sont sans doute moins barbares que nous. Vous savez, nous, on est notre propre barbare. Hein. C'était ça sur ce que je voulais conclure, c'est qu'en fait, nous sommes notre propre barbare. On se tue nous-mêmes. C'est un suicide, en fait. C'est un suicide collectif, quelque part, qui est un peu aidé par certaines, peut-être, agenda, directives de certaines personnes. Mais bon, moi, je ne crois pas au complot. Je pense que c'est de la pure stupidité de notre part et surtout de la lâcheté. C'est une fin de race. Nous sommes des fins de race. Nous sommes une fin d'empire. Nous sommes une fin de culture, une fin de civilisation. Ça ressemble beaucoup à ça. Et donc, du coup, tous les barbares vont venir chez nous parce qu'on fait du vide. On leur donne de la place. On leur dit, venez, regardez, venez chez moi. J'habite dans un appartement de 5 pièces, j'en occupe qu'une. Ben, il y a 4 pièces de libre. Allez les prendre. Je vous en prie, venez, servez-vous. Donc voilà, réfléchissez à ça. On est toujours le barbare d'un autre. Le barbare vient toujours là où il y a du vide. Et souvent, d'ailleurs, il n'est pas plus ou moins barbare que nous, il est juste différent. Alors maintenant, la question, c'est de savoir à quelle tolérance vous avez, quelle tolérance nous allons accepter dans ces différences et ces normes. Hein. C'est tout le sujet d'un espace de paix, parce que pour l'instant, on n'y est pas. On n'est pas dans un espace de paix du tout. Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt et à bon entendeur. Salut!